Ok, alors dans le fond, aujourd'hui je vais vous parler essentiellement d'un texte qui est paru dans le magazine, le volume 125 de Kunstforum International de Thomas Wolfen. En fait, c'est deux textes et ça a pour thématique en fait, le titre même de la présentation, donc système d'exploitation art. Puis je voulais mettre ça en relation avec la rhétorique et la question du trope, justement. Donc je vais commencer. Dans l'aventure sémiologique, Roland Barthes décrit le rôle qu'a pu jouer la rhétorique en Occident du 5e siècle avant Jésus-Christ au 19e siècle après Jésus-Christ. Selon lui, la rhétorique est un métalangage, c'est-à-dire un discours sur le discours qui s'est décliné en plusieurs pratiques présentes successivement ou simultanément selon les époques. Ainsi, la rhétorique aurait été une technique, un enseignement, une science, une morale, une pratique sociale et une pratique ludique. On lui a attribué deux buts historiques principaux, la persuasion et l'éloquence. Alors que la rhétorique antique était un art oratoire ayant pour fondement la parole et la langue, le champ rhétorique s'est élargi à d'autres modes d'expression à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Tout d'abord, Ferdinand de Saussure mit au point la distinction signifié-signifiant dans son cours de linguistique générale, publié à titre posthume en 1916. Cette distinction permet de dissocier la représentation mentale du concept associé au signe de la représentation mentale de la forme et de l'aspect matériel du signe. Par exemple, on a l'arbre, donc le véritable arbre, n'est-ce pas? Là, c'est un dessin d'arbre, mais il faut s'imaginer que c'est un vrai arbre, et le mot qui désigne cet arbre. Il y a également le concept et l'image acoustique, la langue et la parole, et enfin la substance et la forme. En dissociant le signifié du signifiant et en privilégiant une étude synchronique des processus de signification, Ferdinand de Saussure a logiquement décrété l'arbitraire du signe. Il s'ensuit que pour lui, les signes n'ont aucune correspondance avec les entités qu'ils désignent et appartiennent à deux mondes distincts. Or, toutes ces distinctions saussuriennes ont considérablement influencé le linguiste danois Louis Hemsleff, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui publie le livre Prolégomène à une théorie du langage en 1943. Ce dernier ira toutefois plus loin que son prédécesseur. Comme lui, il distingue la forme linguistique de la forme extralinguistique. Il insiste sur le fait que la première n'est en rien déterminée par la seconde. Mais il ne s'arrête pas à cette idée de rupture, car il relie ces deux logiques en essayant d'appréhender les effets de la forme linguistique sur le monde réel. Pour ce faire, il introduit, en plus des concepts de substance et de forme, celui de matière, qui lui permet de penser la projection de la forme linguistique sur la réalité extralinguistique, ce qui engendre la substance. En débutant par la forme linguistique, il explique que, lorsqu'elle est projetée sur la matière, elle peut se former sémiotiquement. Ce faisant, il ne s'agit plus d'une matière, mais bien d'une substance, comme en témoigne ce schéma. Donc, c'est quand même dissocié, hein. C'est quand même dans là, c'est fictivement rassemblé, mais il faut quand même prendre en considération qu'à chaque étape, c'est dissocié comme dans la traduction saussurienne. À partir de ce cadre conceptuel, la linguistique peut désormais s'intéresser à la matérialité des énoncés et à l'influence qu'elle peut potentiellement exercer sur le plan du contenu. Cette transition sera notamment opérée par des auteurs appartenant à la nouvelle rhétorique. En 1970, les sémioticiens du groupe Mu publient un ouvrage de rhétorique générale dans lequel ils énoncent la chose suivante. Il n'est pas exclu qu'on puisse faire la jonction entre les deux tendances qui ont historiquement écartelé la rhétorique traditionnelle, tendance logique, basée sur la fonction conative du langage, tendance esthétique, réflexion sur la fonction poétique. Cette synthèse ne consisterait pas, bien entendu, à en revenir au compromis classique qui consistait à définir la rhétorique comme l'art de bien parler pour persuader. Une fois liquidée l'idée que l'art est un agrément qui s'ajoute, il deviendra possible d'envisager la rhétorique non plus comme une arme de la dialectique, mais comme le moyen de la poétique. Et c'est justement ça qui fait la liaison avec l'aspect, la poésie et la rhétorique, cette liaison qui n'était pas forcément faite dans la rhétorique antique au même niveau. Motivé par cette ambition théorique, le groupe Mu passe des signes linguistiques aux signes visuels en 1992
et publié un livre intitulé « Traité du signe visuel pour une rhétorique de l'image ». Dans la lignée de Louis M. Schleff, ils élaborent une tripartition conceptuelle qui comprend le signifiant iconique, le type et le référent. Donc, comme c'est présenté ici. Le référent désigne un cas particulier, par exemple un cheval, tandis que le type est une classe qui possède des caractéristiques conceptuelles. Dans le cas du cheval, on dirait donc qu'il appartient au type animal et plus précisément mammifère. Enfin, le groupe MU définit le signifiant iconique en ces termes. Le signifiant est un ensemble modélisé de stimuli visuels correspondant à un type stable, identifié grâce à des traits de ce signifiant, et qui peut être associé à un référent reconnu, lui aussi, comme hypostase du type. Il entretient avec ce référent des relations de transformation. Cependant, à l'inverse de M. Schleff, le modèle triadique du groupe MU ne fonctionne plus selon un développement linéaire, car des transformations adviennent entre le référent et le signifiant. À vrai dire, cette terminologie, en apparence complexe, cache un fait d'une simplicité déconcertante. Prenons un exemple, si je décide de dessiner un cheval, la personne à qui je le présente devrait déceler des traits conceptuels ou types propres à cet animal, afin de bel et bien reconnaître qu'il s'agit d'un cheval. En cas contraire, le processus de signification ne se déroulera pas sur la base de l'identifiant du signifiant iconique cheval, mais sur le signifiant gribouillis, ou enfin, peu importe. Cette typologie a permis au groupe MU d'identifier des tropes propres au domaine visuel qu'ils ont pris le soin de séparer du domaine linguistique. Comme le rappelait l'appel à contribution du présent colloque, le mot trope vient du grec tropos, qui signifie à la fois tourner autour et détourner. À la base, le trope est donc une figure de style permettant d'opérer un glissement sémantique allant de la dénotation à la connotation, qui était employée donc, par la rhétorique antique. Ce faisant, le trope détourne, déplace et déjoue la signification commune. Par exemple, les peintures surréalistes contiennent de nombreux tropes visuels, des femmes avec des nageoires, des montres molles, etc. Pour décrire ces énoncés visuels, le groupe MU a distingué deux types de signes, le signe plastique, qui signifie sur le mode de l'indice ou du symbole, et le signe iconique, qui a un signifiant dont les caractéristiques spatiales sont commensurables avec celles du référent. Cependant, ce n'est pas là-dessus que portera ma communication. En effet, l'ambition du groupe MU était de repérer et de recenser les lois générales de la signification et de la communication relatives aux signes visuels. Il s'agissait donc de mettre en valeur des mécanismes généraux qui, par le fait même, sont indépendants du domaine particulier où ils se manifestent. Or, mon intention est inverse, car je souhaite m'attarder à une rhétorique spécifique, celle de l'art contemporain. D'où ces premières interrogations. Qu'est-ce qui caractérise la rhétorique de l'art contemporain et en quoi diffère-t-elle de la rhétorique de l'image? Tout d'abord, l'art contemporain n'est pas uniquement constitué d'images, mais aussi d'installations, de performances, de vidéos, etc. Il est clair que cette diversité sur le plan de l'expression nous force à trouver des critères qui ne soient pas simplement d'ordre stylistique ou formel. En outre, l'art contemporain s'articule fréquemment à l'aide d'une communication intermodale, œuvres d'art, textes, mise en scène, etc. De ce fait, pour saisir la multiplicité des directions et la diversité de l'art contemporain, il ne suffit pas de parler de pluralisme ou de postmodernisme, car ces deux termes, en eux-mêmes, ne signifient pas grand-chose, mis à part qu'ils dénotent une tendance générale vers une diversité indéfinie, ainsi qu'une rupture vis-à-vis du modernisme. D'autres termes ont également été introduits pour décrire les pratiques artistiques contemporaines. Ainsi, les termes d'intermédialité, d'antiforme ou de dématérialisation ont fait leur apparition dans les publications académiques. Cependant, la majorité des méthodes interprétatives conçoivent encore l'histoire de l'art selon un développement linéaire dans lequel les styles évolueraient les uns par rapport aux autres comme autant de réactions, d'oppositions ou simplement de changements continuels entre la figuration et l'abstraction. Ceci est paradoxal, car bien qu'il soit couramment admis que les critères d'ordre stylistique ou formel semblent dépassés ou résolument partiels, les méthodes analytiques issues de l'histoire de l'art ont globalement peu évolué pour faire face à ces contradictions épistémologiques. Pour résumer, si l'on souhaite dresser un bilan global de la situation et présenter les nouveaux enjeux interprétatifs engendrés par les pratiques artistiques contemporaines, trois
3 points cruciaux doivent retenir notre attention. Premièrement, les œuvres d'art ne sont plus uniquement des objets plastiques tridimensionnels ou représentationnels. Deuxièmement, les thèmes et fonctions traditionnelles de l'art semblent avoir été abandonnés. Troisièmement, les nouvelles technologies affectent fortement l'ipséité des œuvres que l'on peut désormais reproduire et diffuser sans perte qualitative. Face à ces observations, on voit bien en quoi la rhétorique de l'art contemporain ne se limite pas à une rhétorique de l'image, bien que ces dernières soient susceptibles de se recouper selon les circonstances. De ce fait, comment définir ce qu'est l'art contemporain ? Pour y répondre, le critique d'art Thomas Wulffen a publié 2 essais en 1994 dans le volume 125 du magazine Kunstforum International. Ces 2 textes, intitulés Betriebssystem Kunst eine Retrospektive, en français Le système d'exploitation art, une rétrospective, et Konzept für eine internationale Kunstausstellung, concept pour une exposition d'art internationale, ont une thématique commune. Ils comparent le système de l'art contemporain à un système d'exploitation informatique. Ces 2 textes n'ont jamais été traduits en français ou en anglais, en dépit de leur notoriété dans le monde culturel et académique germanophone. Sachant que je suis le premier à les traduire, j'expliciterai mes choix traductologiques tout au long de ma présentation lorsque cela s'avérera nécessaire. Pour commencer, la locution Betriebssystem Kunst, lorsqu'on la traduit de façon littérale, signifie système d'exploitation art. Or, selon la description de l'Encyclopædia Universalis, un système d'exploitation est un ensemble de programmes spécialisés qui permet l'utilisation des ressources matérielles d'un ou plusieurs ordinateurs. Il assure le démarrage de l'ordinateur et l'exécution des logiciels applicatifs. Il remplit 2 fonctions majeures. D'une part, la gestion des ressources matérielles, la mémoire, le processeur et les périphériques, en répartissant leur utilisation entre les différents logiciels. D'autre part, la fourniture de services aux applications en offrant une interface de plus haut niveau que celle de la machine physique. Cette interface présente la vision d'une machine virtuelle, entre guillemets, fournissant un ensemble de fonctions de base pour l'écriture des applications. On l'aura compris, le système d'exploitation a une fonction capitale, bien qu'invisible pour la plupart des utilisateurs. Il assure la liaison entre le matériel informatique et les applications que l'on utilise quotidiennement. De plus, en allemand, le mot Betrieb peut signifier à la fois, selon le contexte, exploitation, fonctionnement, activité, mode et entreprise. La comparaison a donc une portée sémantique plus vaste qu'en français. Par souci de clarté, je vais donc parler du système opératoire de l'art afin de désigner ce que Thomas Wulffen appelle Betriebssystem Kunst, me rapprochant ainsi davantage de la locution d'origine provenant de l'anglais Operating System. Parlant de sa comparaison, voici ce qu'énonce l'auteur. L'art contemporain doit aujourd'hui être compris comme un système qui a développé des structures spécifiques, connaît des processus particuliers et obéit à certaines règles. La structure, les processus et les règles qui le constituent forment un ensemble relativement indépendant au sein du tissu social global. Les conditions nécessaires à la maintenance de cet ensemble sont désignées ici sous l'appellation système opératoire de l'art. En outre, il retrace la polysémie du mot Betrieb, en expliquant qu'il désigne couramment une unité plus ou moins fermée, issue principalement de la sphère économique, se caractérisant par des processus spécifiques et des procédures uniformes. Le mot système, quant à lui, signifie mettre ensemble, comme en témoigne son étymologie provenant du grec systéma. De plus, l'expression système opératoire s'apparente fréquemment à un système de fonctionnement. Dans ce cas-ci, une analyse ou une construction préalable sont nécessaires, c'est-à-dire une étape durant laquelle le système se forme et détermine sa fonction. Dès lors, l'usage de l'expression « système opératoire de l'art » permet de décrire la construction du système, mais aussi d'analyser les processus et structures spécifiques qui le constituent. La description et la constitution de ces processus et structures est une problématique majeure au sein du système opératoire de l'art. Entre l'analyse et la construction, une médiation s'opère, et cette dernière est fortement influencée par des mécanismes autoréférentiels
Et il arrive à dire la chose suivante: les activités et formes artistiques dites de l'art du système opératoire constituent le système opératoire de l'art en tant que tel. Or, il est intéressant de noter que Thomas Wulffen élabore lui aussi une tripartition conceptuelle sur la base de sa comparaison, et que celle-ci s'apparente fortement aux réflexions sémiotiques de Louis M. Schleff et du groupe Mu. Mince, j'ai oublié. Bon, ça c'est le schéma d'un système d'exploitation informatique. Donc on voit le rôle qui joue entre le matériel informatique et les applications, donc il se situe entre les deux. Si on voulait être exact, il y aurait aussi l'utilisateur tout en haut qui utilise les applications, mais je ne l'ai pas mis par souci de clarté. Donc ça c'est le modèle de Wulffen. Le premier élément est le hardware, qui comprend les composantes physiques de l'ordinateur. Il ne s'agit pas de matière brute, mais bien de matière transformée, donc déjà sémiotisée. Dans le système opératoire, le hardware est l'ensemble de l'instrumentation physique et technique. Le deuxième élément est le software, qui comporte les données et instructions de l'ordinateur. Dans le système opératoire de l'art, le software représente l'ensemble des relations qui se tissent en son sein à un niveau conceptuel. Cependant, Wulffen précise que l'appareil et l'instrumentation sont interdépendants et constitutifs l'un de l'autre. Dans cette relation de coproduction, un troisième élément émerge, lui-même dérivé du hardware et du software, la structure. Cette structure n'est pas statique, car en plus des éléments structurels, elle contient également des processus et règles ayant une influence et un contrôle effectif. Il n'y a pas d'ordre hiérarchique entre ces éléments, ils s'auto-engendrent et constituent le système de l'art. De plus, il ajoute que dans le système opératoire de l'art, il existe aussi différents sous-systèmes ayant différentes fonctions. L'un de ces systèmes est l'art du système opératoire lui-même en tant que forme d'art, tandis que l'instrumentation s'autodétermine, elle se transforme en un véritable processus lorsqu'elle est confrontée à l'appareil conceptuel, parce que le système conceptuel est coextensif de l'instrumentation. Bien que cette constitution ne soit pas un processus fermé, elle est rendue possible par une technologie donnée, ce qui dénote une dépendance vis-à-vis des moyens fournis par une société donnée. Dans une certaine mesure, ce cadre peut être dépassé. Lorsque la transgression est reconnue, un changement de paradigme peut avoir lieu. Et donc, bon, l'exemple canonique en la matière, c'est bien entendu Fontaine de Marcel Duchamp. Que le ready-made ou objet tout fait soit accepté ou refusé n'a pas d'importance pour Duchamp, qui décide d'envoyer un urinoir renversé signé sous le pseudonyme de Richard Muth à la Société des artistes indépendants de New York pour leur premier salon à partir du 9 avril 1917. En effet, l'objet suscitera, quoi qu'il arrive, des opérations au sein du système opératoire de l'art, ce qui semble être le but recherché. Si l'objet est refusé, une absurdité fait surface, puisque la dite société avait indiqué qu'elle accepterait toutes les propositions artistiques moyennant des frais d'inscription de 6 $ et un formulaire dûment rempli, sans aucun jury et aucune sélection basée sur des critères esthétiques. Dans le même temps, si l'objet est accepté, une absurdité fait également surface. Comment justifier la valeur artistique d'un urinoir renversé? Depuis lors, des milliers de pages ont été écrites sur le sujet, ce qui n'a fait que renforcer l'opération initiale de Marcel Duchamp. On peut donc dire que Fontaine a non seulement été intégré au sein du système opératoire de l'art, mais que l'œuvre a surtout poussé le système à se repositionner et à recalibrer ses opérations les plus courantes. Dorénavant, une exposition dans un cadre institutionnel, lorsqu'on visite une exposition dans un cadre institutionnel, les propositions s'accompagnent fréquemment, pour ne pas dire systématiquement, de textes explicatifs portant sur la démarche de l'artiste et son intention. De plus, il est intéressant de noter que dans le cas de Fontaine, on assiste à un triple détournement. Premièrement, l'artiste ne signe pas l'œuvre de son vrai nom. Deuxièmement, il s'agit d'un trope visuel, grâce au titre qui crée une analogie entre une fontaine et un urinoir. Ce trope est d'ailleurs renforcé par le fait que l'urinoir soit renversé, ce qui indique que le jet d'eau irait, le cas échéant, vers le haut à la manière d'une fontaine. Troisièmement, comme nous l'avons précédemment démontré, il y a un détournement du mode opératoire du système de l'art.
à cause de son caractère autoréférentiel et de certaines donnes contextuelles. À vrai dire, les relations autoréférentielles et contextuelles sont vitales pour toutes les formes d'art, en ceci qu'elles modélisent le système opératoire de l'art. Si un urinoir est présenté en dehors d'une institution culturelle, peu de gens soupçonneraient qu'il s'agit d'une œuvre d'art. De plus, le ready-made s'articule autour d'une autoréférentialité évidente, en ceci qu'il ne peut être considéré que comme un signe renvoyant perpétuellement à sa propre condition d'objet ordinaire transfiguré en œuvre d'art. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, tous les modèles sémiotiques nous conduisent à affirmer la chose suivante. On ne peut penser le trope sans la tautologie. Le détournement n'est possible qu'à partir d'un terreau fertile, reposant sur des codes aussi bien cognitifs que socioculturels. Et ces codes, dans leur propre processus de codification, ne renvoient qu'à eux-mêmes. Sur ce point, la notion de répertoire, telle qu'élaborée par le groupe MU, fournit plusieurs éléments de réponse pertinents. Comme il l'explique, le répertoire rend compte de tous les objets de la perception, quel que soit le degré de complexité de cette dernière. Le répertoire est organisé par des oppositions et des différences. C'est un système. Le répertoire sert à soumettre les percepts à une épreuve de conformité. Ce qui autorise cette épreuve est la notion de type. Le répertoire est un système de type. Il y aurait donc une synergie entre trois pôles. Premièrement, l'acte perceptif qui constitue dès le départ une sélection et donc un répertoire. Deuxièmement, l'acte de codification socio-culturelle dans lequel on attribue des valeurs particulières à des objets de toute nature. Et troisièmement, l'acte opérationnel reliant les deux actes précédents et qui ne peut être étudié que de façon conceptuelle. Ce dernier stade permet la réintégration de la forme dans la forme et rend le système dynamique. C'est la raison pour laquelle une même image, à 2 siècles d'intervalle, est susceptible de changer de signification. En conséquence, si l'on souhaite établir une rhétorique de l'art contemporain, il faut séparer conceptuellement l'acte perceptif, l'acte de codification socio-culturelle et l'acte opérationnel. Plus encore, il faut considérer l'art comme un système à part entière et tenter d'en déceler la singularité socio-historique. Et une des tendances majeures à l'heure actuelle semble être ce jeu avec la notion de frontière ou de cadre, à l'aide d'une rhétorique opérant à la jonction du type et du signifiant au moyen d'opérations ciblées. Merci pour votre attention.